De toutes les batailles jalonnant l'histoire de France, celle d'Alésia, qui opposa Vercingétorix aux légions de César, est à la fois l'une des plus célèbres et des moins connues. 2000 ans après cet affrontement qui donnera naissance à la civilisation gallo-romaine, Alésia demeure une date légendaire. Mais que s'est-il réellement passé? Pour le comprendre, il faut s'imaginer en 52 avant Jésus-Christ, dans ces paysages de l'Auxois, en Bourgogne, observateur de ce qui sera la plus grande des batailles de la Gaule antique. À la tête des armées romaines, un conquérant qui laissera le seul témoignage écrit de l'événement, un homme de 48 ans nommé César. César, assurément, c'est un ambitieux. C'est un noble, très noble, quelqu'un qui est issu d'une grande famille, qui a derrière lui donc une longue tradition de pouvoir, d'influence, et puis son ambition, son entre-gens, sa faconde, son intelligence, sa capacité démagogique aussi font merveille. Et il réussit effectivement à, dans des circonstances qui sont celles de la fin de la République, où ce sont les ambitieux qui dominent, il réussit effectivement à prendre le pouvoir avec ses deux adversaires, Pompée puis Crassus. À prendre le pouvoir et à conquérir de nouveaux territoires. Depuis 7 ans, César combat les tribus celtes, que les Romains appellent Gaulois. La conquête des Gaules est aussi pour lui un moyen d'asseoir son pouvoir politique à Rome. C'est une campagne longue, difficile, où César remporte des victoires jusqu'au jour où il doit faire face à une rébellion conduite par un jeune chef arverne du nom de Vercingétorix. Son père était un roi déchu. La cité des Arvernes, c'était un pays très très riche parce qu'il y avait des grosses ressources en or. C'est une plaque tournante dans la Gaule. Et les Romains avaient développé des accords avec les Arvernes. En gros, des accords de neutralité dans la guerre des Gaules. On laisse faire, on ne s'en mêle pas. Et Vercingétorix brise ça. Il prend le risque de se mettre au banc de sa propre société en disant ça suffit, on ne peut plus tolérer ça, ce qui est en cause, c'est notre liberté à nous. Si on est conquis, on va perdre tout ça. Il ne faut pas imaginer un petit jeune homme. Ce type, il a de l'expérience, et il a de l'expérience de la guerre à la romaine. C'est lui qui, le premier, nous dit César, quand il prend la tête de l'insurrection, ordonne aux Gaulois de faire des camps fortifiés. C'est lui qui va appliquer des tactiques à la romaine, y compris la tactique de la terre brûlée. Vercingétorix parvient à coaliser plusieurs peuples contre l'envahisseur romain. Il remporte une victoire contre César, à Gergovie, près de l'actuel Clermont-Ferrand, et l'oblige à battre en retraite. Le chef gaulois veut alors pousser son avantage et entreprend de poursuivre César, mais la chance tourne. Vercingétorix est contraint de se replier sur les hauteurs d'un oppidum, un village fortifié qui se nomme Alésia. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ, à la fin de l'été. Les Gaulois se réfugient sur la colline, l'actuel Montausois, qui était à l'époque l'oppidum d'Alésia. Les Romains entreprennent de construire, tout autour de cette colline, 2 lignes fortifiées. Et puis installent leur camp. Le camp de César se trouve sur l'actuelle montagne de Flavinie. Son principal lieutenant, Labienus, c'était logique à l'époque, avait lui-même installé son camp en face de celui de César, sur l'actuelle montagne de Bussy. Alors on se trouve ici à l'emplacement d'un camp très important qui est le camp C, le camp du lieutenant de César. Et je crois que le regard qu'on peut avoir sur l'oppidum qui est en face de nous est très intéressant puisque malgré la distance de 2 km, on s'aperçoit que la relation visuelle est très forte. C'est-à-dire que les Romains voyaient de manière très précise ce qui se passait sur cette partie de l'oppidum et donc tous les mouvements que pouvait engager Vercingétorix, de la même manière que César, qui se trouvait de l'autre côté dans les reliefs vers Flavinie, avait une vue équivalente et voyait de son côté aussi tout ce qui se passait au niveau des mouvements de l'armée gauloise. Les Romains entreprennent d'importants travaux pour soutenir le siège. Ils creusent de larges fossés, construisent des palissades, édifient des tours d'observation. Une première ligne de fortification, appelée contrevallation, empêche les Gaulois de quitter l'oppidum. Une deuxième ligne, qu'on appelle circonvallation, protège les Romains d'une éventuelle armée venant au secours des Gaulois.
La vie des légions romaines s'organise dans des camps à l'intérieur de cette double enceinte. Ici, on a des camps qui sont construits avec les blocs calcaires qui sont au sol et puis ceux que l'on a extraits des fossés. Donc on construit des murs qui sont des murs de pierre précédés d'un fossé et avec une armature souvent de bois et des tours et des portes qui sont en bois. Ce dispositif est un ouvrage militaire sans précédent, équipé de pièges redoutables. Ces pièges, donc, ce sont des pointes métalliques qui sont fichées dans le sol, qu'on appelle des stimuli, dont nous avons retrouvé la trace. Ce sont des cipis, des cipes, c'est-à-dire des cônes, des entonnoirs qui sont creusés dans le sol avec une pointe de bois au centre. Et puis ce sont des lilias, c'est-à-dire des branchages épointés qui, sur plusieurs rangées, forment des espèces de barbelés et qui, par conséquent, constituent des obstacles assez importants pour quelqu'un qui vient attaquer les défenses romaines. De leur côté, les Gaulois s'organisent. Ils ont renforcé un rempart de protection appelé Murus Gallicus. Ils savent qu'ils ne tiendront pas longtemps sans la venue de renforts. Mais ils semblent en position de force, grâce aux défenses naturelles de l'Oppidum, dont la colline est impossible à prendre d'assaut. L'Oppidum d'Alésia est juste devant nous. Cette colline que vous voyez, qui paraît peu impressionnante parce qu'elle a été boisée à partir du début du XXe siècle, était en fait beaucoup plus austère qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout d'arbres sur le sommet. Des falaises de plusieurs dizaines de mètres de hauteur se voyaient sur la partie droite du site. Il n'y avait évidemment pas de construction sur le flanc occidental. Le rempart gaulois qui défendait l'Oppidum n'était pas un rempart continu. Il défendait l'Oppidum aux endroits les plus faibles, c'est-à-dire essentiellement là où nous sommes, derrière moi. Et c'est là qu'était installée l'armée de Vercingétorix, d'après le texte de César, directement en vis-à-vis des Romains. Vercingétorix, enfermé dans Alésia, demande des secours aux autres peuples gaulois, des secours qui sont supposés venir prendre à revers l'armée de César. Près de 200 000 Gaulois sont attendus en renfort. Dans son récit, César parle de 80 000 Gaulois retranchés sur l'Oppidum, auxquels s'ajoutent 50 à 60 000 légionnaires. Au total, ce sont plus de 300 000 hommes qui vont bientôt se battre à Alésia. Ce qui est absolument monstrueux pour l'époque. Il faudra attendre les batailles de Napoléon Ier, pour retrouver des effectifs comparables. Durant des semaines, le siège est fait d'attentes et d'escarmouches. Les tentatives de sortie des Gaulois se soldent toutes par des échecs. Le temps presse, l'hiver approche. Impuissants à briser le blocus, les Gaulois fondent leur dernier espoir sur la venue d'une armée de secours. Quand les renforts arrivent enfin, l'ultime bataille s'engage, violente, meurtrière. Et la victoire tiendra à peu de choses pour les Romains. Au moment crucial du siège, lorsque l'armée de secours a mis en péril les fortifications romaines dans la plaine vers le mont Réa, César ne voyait pas ce qui se passait. Par contre, son lieutenant, Labienus, voyait ce qui se passait. Et il a pu donc faire venir des éléments de renfort, tout en avertissant César, qui lui-même est descendu pour conforter en fait son armée et permettre justement d'arrêter l'avancée des troupes gauloises. S'ensuit qu'à ce moment-là, les Gaulois n'arrivent pas à véritablement rompre le blocus, qu'ils se débandent et que Vercingétorix décide de se rendre. Il est vraisemblable que Vercingétorix a été livré avec les armes, comme on le fait au moment où on s'en remet à la bonne foi du vainqueur, qui fait que, en réalité, la plupart de ces soldats ont été emmenés en esclavage à Rome. Le texte latin peut se traduire de deux manières. Il se livre ou il est livré. Je préfère cette seconde version qui, à mon avis, est plus conforme à la réalité des choses et à la pratique de l'époque, plutôt qu'au tableau magnifique de Lionel Royer qui se trouve aujourd'hui au musée du Puy, au musée Crozatier, et qui montre dans un geste plein de noblesse Vercingétorix arrivant sur son cheval et jetant d'un air fier ses armes aux pieds de César. Vercingétorix sera prisonnier à Rome pendant 6 ans.
puis exécuté par strangulation à l'issue d'un défilé célébrant le triomphe de César sur les Gaules, l'Égypte, le Pont et l'Afrique.